Bonsoir à tous pour ce nouveau podcast, ce troisième épisode de la troisième saison de Critflix. On est toujours en audio, plus de vidéos pour vous, et on se retrouvera sur Spotify, Deezer et YouTube pour discuter ensemble de cinéma, de séries sur les plateformes de streaming et de cinéma. Ce soir, de nouveau, deux personnes avec moi, un habitué bien sûr, il s'agit de Jifresh. Comment vas-tu Jifresh ? Eh bien, ça va très très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Eh bien oui, ça va très bien, et on va d'ailleurs le demander à notre petite nouvelle Alice in Movieland. Comment vas-tu Alice ? Ça va très très bien. Eh bien Alice, dis-nous tout, on va d'abord faire la petite introduction puisqu'on ne te connaît pas encore sur ce podcast. Qui es-tu exactement ? Je crois que tu as une page Instagram déjà. Oui, une page Instagram depuis un peu plus d'1 an où je traite de films, de séries et surtout j'en fais la critique. Eh bien très bien, et je crois qu'il y a d'autres projets d'ailleurs en cours, mais peut-être n'as-tu pas envie d'en parler tout de suite ? C'est bien parce que tu vas me le teaser et oui, il y a un projet et pour l'instant je le garde un peu secret. Voilà. D'accord, eh ben écoute, on le tease alors, et puis dès qu'on aura des infos, on sera les premiers à en parler ici. Écoutez, Parfait. voilà, parfait. On va commencer tout de suite, du coup, puisqu'on va commencer par les news. On enchaînera ensuite avec notre sujet principal qui sera Squid Game, la série événement sur Netflix aux, je crois, 110 millions de téléspectateurs. Et ensuite, on finira avec nos recommandations et les attentes sur cette nouvelle année et fin d'année qui nous attend dans les salles de cinéma et ailleurs. Alors pour les news, on y va, et on va commencer tout de suite avec le résumé de la DC Fandom alors personnellement, en dehors du trailer de Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson et deux petites bandes annonces de jeux vidéo, mais ici ce ne sera pas trop le sujet. La DC Fandom, c'est le rendez-vous annuel des fans de Cap Rouge et de Batrang, puisqu'il s'agit du rendez-vous annuel de DC Comics qui vient expliquer ce qui va se passer au courant de l'année, que ce soit au niveau des livres, des séries, mais également des films au cinéma. Et on a eu, en plus du trailer de Batman, on a eu droit à un teaser slash making-of de Black Adam, de Shazam 2 ou encore d'Aquaman 2 et de Flash, qui pour moi n'ont pas vraiment été suffisants pour combler mon appétit. Des petites non-attentes également sur le trailer de Peacemaker, qui est une série en prolongation du film de Suicide Squad qui est sorti cette année, plutôt cet été, au cinéma, avec toujours James Gunn à la barre pour une diffusion courant 2022 sur HBO Max. Alors de votre côté, les amis, on va commencer avec toi Alice. Qu'en penses-tu de ce DC Fandom cette année ? Alors, à la base, je suis pas une très grande fan, moi, que ça soit en comics en général, hein, DC ou Marvel. J'ai vu la bande-annonce et c'est très rare que je regarde les bandes-annonces de Batman et vraiment j'ai une hype de malade. J'aime le personnage Batman, j'aime Robert Pattinson, donc à mon avis, la mayonnaise pour moi va prendre et va prendre très bien. Après, j'aurais un petit bémol moi parce que je trouve, qu'il va y avoir trop de méchants. Moi, j'aime bien qu'il y ait un film, le héros et le méchant. Là, il y en a 2. On va voir ce que ça va donner, mais dans tous les cas, moi, je serai au rendez-vous et j'irai voir ce film, c'est sûr et certain. Et toi, Gifresh, du coup, t'as jeté un petit coup d'œil au trailer et aux autres news qui sont sortis sur le fandom ? Alors, très peu, mais alors, je les ai pas vus dans le cadre du fandom, mais c'est des choses que je suivais un petit peu comme, le Batman, c'est vrai que la bande-annonce, la première était franchement chouette et moi, elle m'intrigue beaucoup parce que j'étais pas super fan au début, de l'idée de Robert Pattinson, heu, mais les premières images et les autres qu'on a pu voir, sont quand même très intéressantes. Après, sur les autres choses, je peux pas dire que je sois très, 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 très teasé, hein, parce que bon, Shazam, j'ai pas vraiment apprécié, Aquaman, je l'ai pas vu, et The Suicide Squad, j'ai vraiment pas aimé, donc disons que ils auraient pu sortir, je pense, d'autres choses qui ont été peut-être plus intéressantes à pour nous, je sais pas, des images de peut-être une autre, Justice League ou quelque chose comme ça. Alors je sais pas s'ils ont ça dans les tuyaux, mais bon, pourquoi pas, mais je pense que la grosse annonce, c'est quand même la nouvelle bande annonce de Batman et il y aura pas grand chose qui pourra battre ça. Tu n'as pas aimé le nouveau Suicide Squad qui est sorti cet été, de James Gunn ? Ah non, celui-là, je l'ai pas vu. Non, Ah, j'ai c'est vu que le l'ancien. premier Ah moi. oui, d'accord, ok. Ouais, Oui, ouais, mais ouais. celui-là a été renié
par la marque et les fans, hein, mais d'accord, ok. Donc voilà, bien comprendre que c'est plus du tout la même ambiance avec le premier opus. Mais voilà, bah écoutez, je suis ravi d'avoir votre avis sur la question. C'est bien d'avoir des avis de personnes qui lisent pas forcément les comics et qui s'y intéressent plus pour le côté blockbust que pour le Mmh. reste. Après, Batman a été un personnage vu et revu. Moi, ça me freine un peu, on va dire. Alors, je ne nie pas du tout la qualité du film Batman, hein, quoi qu'il en soit, mais j'aimerais qu'il travaille peut-être un peu plus les autres héros et faire des très bons films avec les autres héros des franchises d'ici, plutôt que de reprendre finalement la recette, on va dire, facile, entre guillemets, de Batman qui est ce fameux anti-héros rongé par la vengeance, etc. Bah, j'ai vu des choses, apparemment il y a des choses qui ont un peu fuité avec les premiers visionnages et comme quoi en fait le côté, Batman en soi est un peu mis à l'écart et que dans cette version ce serait beaucoup plus, finalement un film, détective, noir en fait et que, D'accord. bon il y a Batman, un mec, qui est habillé en chauve-souris dans le tas mais ça resterait vraiment plutôt un film un peu, noir quoi. D'accord, ouais, plus simpliste, peut-être un peu moins gadget, etc. Oui voilà, ouais. Et ben pourquoi pas. On va rester dans les bandes annonces et un peu dans le jeu vidéo, puisqu'on en a parlé pendant 2 secondes sur la news d'avant. Et on va parler de la première bande annonce de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, qui va sortir très bientôt et qui reprend, on va dire, en adaptant de très près les 2 premiers opus qui étaient sortis sur PlayStation à l'époque. Donc voilà, bien. Alors apparemment, Alice serait une grande fan des 6 premiers opus films qui étaient sortis avec Mila Jovovich et donc toujours dirigé par Paul W.S. Anderson. Bon, alors moi, j'ai pas trop apprécié cette série-là, mais Alice, toi, dis-nous tout sur cette ancienne série d'époque qui contient, c'est ça, 6 films, il me semble. Oui, voilà, 6 films. Ouais, je suis, une grande fan, hein. Je gamine, donc ça fait un petit moment maintenant, je jouais au tout premier jeu qui était sorti donc sur PlayStation, sur la première PlayStation et c'est mon 1er jeu, d'horreur quoi donc j'ai de très bons souvenirs et les films qui étaient sortis, moi j'ai bien aimé. Alors, le 1, 2, 3 qui, se suivaient très bien, le 4 et 5 qu'on peut, totalement, oublier et ne pas regarder pour finir avec le 6 et ouais donc moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après ils sont effectivement allés trop loin, il est un peu parti en freestyle, dans le 4, 5, 6 mais bon ça a raccordé les wagons, avec le dernier donc c'était plutôt pas mal de prendre des personnages existants dans le jeu, qui sont, je ne sais plus les Tu peux avoir noms Léon. du coup. Attends que je Vraiment, me c'est trompe dans le pas. 2 dans le Ouais, premier c'est Claire, enfin Claire les Redfield, ouais. frères et Ouais. sœurs Redfield, Jean Valentine, enfin voilà, moi c'était des personnages avec lesquels je jouais et j'adorais donc là de vraiment les mettre et qu'ils soient au centre de l'histoire, ouais franchement ça c'est cool. C'est vraiment cool. Ils étaient, entre guillemets «cheesés» dans les anciens films. On les voyait plus ou moins, bon ouais OK. Mais là vraiment de les voir, ouais ça franchement c'est cool. C'est vraiment bien. Moi j'irais vraiment le voir quoi. Et assez proche physiquement aussi. Enfin, on voit que le casting, ils ont essayé de se rapprocher un maximum de ce dont à quoi enfin, ressemblent les personnages dans le jeu vidéo. Donc c'est vrai que je pense que les fans vont réussir à s'identifier un petit peu à leur partie de jeu vidéo de l'époque en espérant que le scénario soit légèrement modifié. Moi, personnellement, j'ai fait les 2 premiers, ça m'intéresse pas de revoir en fait un film qui me raconte ce dont à quoi j'ai joué il y a des années, quoi. Oui, non, c'est Donc, sûr. mais bon, on verra bien. Écoute, c'est Paramount qui fait ça, donc on verra ce que ça donne. Et puis bon, bah, ça peut toujours relancer une licence. Après, effectivement, avec les derniers opus qui sont sortis sur console et PC, c'est quoi? C'est le 6 le 7 et 8 du coup, c'est ça? Resident Mmh, Evil oui. 7 et Ouais. Village, qui s'éloignent par contre complètement des licences de base, mais qui sont de très bons jeux. Mmh. On peut s'attendre finalement à un revival de la saga d'une autre façon, avec du cinéma. Sachant qu'il y a des films d'animation qui sont sortis récemment sur Netflix qui sont très très mal notés. Ah oui, le dernier en date là où c'est qui Resident Evil, Annihilation ou Nightmare, enfin je sais plus, c'était une mini-série, de 7 ou 8 épisodes, c'était vraiment très, très, très mauvais quoi. Ouais, Je c'était pas top. je déconseille fortement parce que, c'est quand ça s'est fini, je me suis dit: «Ah bon? Ah».
Bon, bah, tant mieux et c'était vraiment, ouais, vraiment une plaie et pourtant c'est dommage parce que l'univers de Resident Evil, est extrêmement varié, que enfin, l'ambiance entre le 1, le 4, le 2 est quand même relativement différente. Les personnages peuvent être intéressants et je sais pas, ça a toujours manqué d'une bonne adaptation. Je sais pas si c'est vraiment, c'est assez récurrent dans le monde du jeu vidéo d'avoir des adaptations qui sont, un peu dans les roses. Parce que bon, personnellement, j'ai pas trop apprécié moi les épisodes avec Mila Jovovich et là, les premières images que j'ai pu voir ont l'air quand même assez prometteuses. On voit que la personne qui a fait ça est quelqu'un qui a probablement, joué au jeu et les a appréciés, ce qui était peut-être pas possible à l'époque finalement des où les gens qui jouaient à ce genre de jeu étaient pas suffisamment, âgés tout bêtement pour être, à la tête de projets, d'ambition. Du coup, peut-être qu'on va enfin assister à une période, cinématographique où des grandes licences vont avoir des films dignes de ce nom. Mais on en parlait la dernière fois avec Mortal Kombat par exemple, et on le Ouais. voit maintenant même avec Rampage qui avait été fait, enfin produit à l'époque par The Rock. On sent effectivement, comme tu dis, qu'il y a une génération de personnes qui a joué aux jeux vidéo, qui Mmh. débarquent en fait dans les productions de cinéma, qui comprennent ce qu'ont vécu les joueurs, et donc Et qui ont forcément ça grandi donne avec, des ouais. voilà qui ont grandi avec et qui comprennent ce que c'est qu'une adaptation de jeu vidéo au lieu de juste reprendre une licence, le bestiaire et ne même pas chercher à reproduire l'expérience qu'on Mmh. a eue avec la manette en main, quoi. Donc c'est vrai que Ouais. ça peut effectivement amener une nouvelle génération. Dans tous les cas, on va laisser les producteurs de Transformers et des Tortues Ninja s'occuper de ça et on verra ce que ça donne. Mais bon, bah écoutez, on est plutôt assez confiant, même si ça donne un truc un peu nanardesque, enfin, finalement, la série de jeux vidéo l'était très légèrement aussi. Il y avait un petit peu ce côté Bah, nanardesque dans les Resident ouais, le Evil. côté série B, ouais, Ouais, mais complètement. qui est agréable aussi, quoi. C'est ça. Donc, en Mmh. espérant que les gens le prennent comme ça en allant voir le film. Ah Puis, oui, Ouais. du coup, après ça a toujours été, très compliqué de d'adapter un jeu vidéo. En tant que joueur, tu y passes des heures et des heures et des heures et des heures et là, c'est condensé sur minimum 1 heure et demie, voire 2 heures donc c'est vrai que bon, moi je trouve que pour les Resident Evil, le 1er était bien, le 2 aussi parce que ça reprenait, l'esprit du jeu. Le 3 était plutôt pas mal, voilà, de le faire dans le désert, mais après ça partait trop en cacahuète, c'est sûr. ouais, il a pris son indépendance au niveau du scénario. Oui, complet, complet. Mais après, voilà, moi, les jeux les plus récents, j'aimais pas du tout. J'avais plus cet esprit des premiers où il fallait que tu cherches, que tu trouves, tel ou tel truc pour sortir, enfin voilà, enfin les codes qu'il y avait au début et à la fin, c'était plus ça du tout, quoi. Donc, j'ai complètement lâché le jeu, en fait. Eh ben très Voilà. bien. Eh ben écoutez, on va changer de news. Je pense qu'on a fait le tour de celle-ci. Netflix change ses méthodes de lecture de chiffres. Alors jusqu'ici, Netflix calculait ses audiences sur la base du nombre de comptes qui avaient lancé le visionnage d'une série ou d'un film. Ça veut dire que en fait, vous lanciez, et si vous restiez minimum 2 minutes sur le film ou la série, c'était comptabilisé comme étant regardé. Peu importe donc que la lecture ait été interrompue au bout de 20 minutes, Netflix privilégie la quantité à la qualité. Mais bonne nouvelle, les choses changent. Lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, la plateforme de SVOD a dévoilé sa nouvelle méthode de calcul qui promet d'être plus représentative de l'accueil réservé à vos séries et vos films. Concrètement, ce sont les heures de visionnage qui sont désormais pris en compte dans un communiqué. L'entreprise explique il existe il existe une certaine différence dans les classements, mais nous pensons que l'engagement mesuré en heures vues est un meilleur indicateur de succès global de nos titres et de la satisfaction des membres. Cela correspond également à la façon dont les services externes mesurent les audiences à la télévision et attribuent un crédit approprié à la relecture. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, en fait, c'est la relecture d'un programme et le nombre d'heures cumulées par une seule personne qui va compter et plus forcément les minutes engagées par chaque spectateur lors de son visionnage d'une série. Ça a complètement chamboulé les tops. Et par exemple, Sex and Life, qui était premier du classement depuis quelques semaines, s'est retrouvé complètement sorti du classement, puisqu'en fait, les gens n'allaient juste voir que les scènes un petit peu hautes de la série et couper tout de suite après. Donc forcément, il n'y a plus eu ce cumul d'heures en fait entier sur un épisode, et il s'est retrouvé en dehors du classement.
Et voilà, est-ce que vous pensez que ça va changer beaucoup de choses? Apparemment, The Witcher a un peu bougé aussi dans le top. Est-ce que vous, il y a des séries que vous pensez revenir un peu dans ce top-là, dû à un engagement des spectateurs et plus forcément à des petits visionnages à droite à gauche? Pour toi, Gifresh, à ton avis? Non, moi je trouve que c'est une bonne chose cette, nouvelle façon parce que c'est vrai que il y a des séries, c'est difficile de s'en rendre compte, de se rendre compte de sa qualité, si tu regardes juste plus de 2 minutes. Heu, enfin, la plupart des génériques, font presque déjà 30 à 40 secondes, plus essayer de comprendre un peu le l'histoire, enfin le scénario. On a vite fait de passer les 2 minutes et puis que Netflix considère qu'on l'a regardé, alors que finalement au bout de 10 minutes, on s'est dit: «C'est complètement plat, ça sert à rien, on arrête». Et je trouve que c'est peut-être plutôt rendre justice à peut-être des plus petites, productions, ce genre de choses qui, je pense, enfin j'espère, seront mises, plus en avant et permettront à Netflix de continuer dans une bonne voie. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être de négatif, finalement parce que, bah, ça se voit, hein. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est de voir que Lupin a été éjecté du top 10. Ça montre bien que finalement la série est pas si bonne que ça, alors qu'on en a fait tout un pataquès, comme quoi c'était la série française la plus regardée du monde, et cetera. Donc non, je trouve ça plutôt bien dans l'ensemble et je pense que c'est que bénéfique, pour Netflix. Et toi, Alice, du coup, est-ce que tu... Enfin, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais est-ce que tu as des séries peut-être que tu penses voir remonter dans ce classement grâce à ce genre de visionnage? Alors oui, c'est une bonne idée. Après, je ne sais pas comment ils pouvaient comptabiliser, avec des séries. Je ne vois pas 2 minutes, bon, sur leur série maintenant, des mini-séries qui comptent un minimum, de 10 épisodes qui sont entre 40 et 1 heure. Mmh, moi je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée. Après, des séries qui pourraient remonter, là, franchement, j'en ai aucune en tête. Moi, je sais que j'ai été déçue de pas voir la série Dark, série allemande, Mmh. dont la troisième saison est sortie en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je trouve que moi, c'est la meilleure série Netflix. Voilà, tout simplement. 3 saisons, ils sont pas allés plus loin. Les scénaristes, ils savent d'où ils sont partis, où ils sont arrivés. Le scénario, il est juste, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment cette série, c'est un chef-d'œuvre. Après, est-ce que ça va remonter? Je sais pas du tout. Et comme disait Gifrege, ouais, Lupin, franchement, je n'ai pas regardé du tout cette série. J'ai vu quelques épisodes et next, quoi. J'ai pas trouvé ça bon. La, la- C'est. la première partie était, on va dire, allez, intéressante, quoi. Oui, c'était pas C'est- trop mal, voilà, mais la deuxième partie était complètement à la ramasse, quoi. C'est vrai qu'ils ont... ils sont partis dans des délires, Ah enfin, ouais, ouais, non, ça n'avait ça aucun tenait plus sens. debout du tout. Non, Mmh. non, 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 non. Non, mais la première partie avait été réalisée par Le Terrier, et c'est celui qui a fait... c'était quoi, là, Insaisissable, Mmh. le film avec les magiciens cambrioleurs, là. Et donc c'est vrai qu'on ressentait un petit peu cette ambiance, voilà, justement, là, Insaisissable. Et ça restait assez comique, quoi. Il y avait le côté un petit peu américain qui était dedans, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, ouais, non, après, je vois pas ce que ça fout dans un top 10, surtout au niveau international. Et pour vous expliquer la petite anecdote, en fait, pour la série Sex slash Life, en fait, ce qui se passait, c'est que des jeunes ou des personnes allaient se filmer, en fait, en train de regarder les scènes un peu chaudes de la série, et après allaient le poster sur TikTok. Et en fait, du coup, ça a complètement chamboulé les chiffres, et c'est là qu'il y a eu un problème, en fait. Et pareil pour Squid Game, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec Squid Game. Et en fait, les gens ne regardaient que les jeux de Squid Game, en fait, tous les côtés un peu trash, un peu gore, et pour aller justement récupérer les règles en fait de chaque jeu. Et donc en fait, on se rend compte que les gens regardent pas la série en entier, mais juste des passages en fait de certains épisodes, et ça fausse complètement les chiffres. Et c'est pour ça que Netflix a décidé de changer complètement sa manière de recalculer tout ça. Et voilà, ça permettra peut-être de relancer l'intérêt pour certaines séries qui se voyaient légèrement oubliées, parce que l'intérêt de certains fans qui le regardent peut-être 2, 3, 4 fois d'affilée était complètement mis de côté pour la masse en fait qui regardait que quelques minutes. Et puis finalement, quand on calcule comme ça, forcément ça recule dans le top, quoi. Mmh. Enfin voilà, bah écoutez, c'était nos trois petites news. Je trouve que voilà, on a pas mal échangé là-dessus. On va tout de suite passer à notre gros sujet de la soirée, le fameux phénomène Squid Game. Et avant d'entamer ne serait-ce que le résumé ou de vous expliquer exactement de quoi ça parle, on va laisser Gifresh
nous parler un petit peu de Squid Game et s'étendre sur son billet qu'il nous a écrit il y a quelques heures. Je te laisse la parole, J-Fresh. Merci, je vais rester assis, hein, quand même, je vais pas m'étendre, mais merci. Alors, il fait fureur depuis quelques semaines, hein, on en parle partout, jusque dans les cours de récréation. Je parle bien entendu du jeu du calamar, hein, ou Squid Game pour les intimes. Alors cette série, est-ce que c'est une nouvelle poule aux œufs d'or pour Netflix? Est-ce que c'est une nouvelle série jetable? Est-ce que c'est un énième drama coréen? Ou un remake sinistre d'une histoire sadique? Ou bien même un futur classique? Après avoir vu les 7 premiers épisodes, je vais pas faire tenir plus longtemps le suspense. Squid Game est à mon sens une bonne, voire une très bonne série. De celles qui, selon moi, pourrait devenir une référence du genre. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais elle a le mérite de présenter une réalisation qui est soignée, une distribution performante et un scénario qui est, je trouve, plutôt bien écrit. Sur ces points, on en rediscutera peut-être plus tard et les autres chroniqueurs pourront mieux en parler que moi, parce que bon, moi j'ai vu que les 7 premiers. Mais moi, je me suis penché sur une autre facette de cette série qui, pour moi, est importante. Squid Game nous questionne et nous renvoie à ce que nous ferions, nous, à leur place, car de nombreuses vies normales sont présentées. En bref, je trouve que Squid Game parle de notre société avec une métaphore qui est certes sanglante, mais quand même esthétique. Donc, je m'explique. Squid Game est au même titre que Battle Royale, Hunger Games, Saw ou Alice in Borderland. Elle met en scène des gens qui doivent jouer pour leur survie dans des jeux qui sont parfois difficiles et souvent sadiques. Là où Squid Game se différencie, c'est dans la notion de choix. Les participants de ce jeu lugubre ont le choix ou non de participer. La série tend à nous montrer que la vie ne leur laisse pas le choix, mais tout de même, il est là. Ils ont choisi de prendre le risque de mourir pour de l'argent. Peut-on donc réellement les plaindre? Quel être humain sensé ferait ce choix? Rien que le fait que personne ne remette en question la vraisemblance ou la réalité de l'argent qui est présenté interroge, je trouve, sur notre rapport à l'argent. Squid Game interroge sur quel coût donner à une vie en quelque sorte. À travers cette question, Squid Game permet de s'affranchir de toutes les valeurs humaines et morales. Il nous prouve aussi une autre chose qui, je trouve, est quand même très intéressante. On peut dorénavant montrer les actions les plus sinistres, violentes, déloyales qu'un humain puisse faire, et quand même faire un carton international. Comme si toutes ces choses horribles étaient un point commun de l'humain à travers le monde. La justice est mêlée au sacrifice, à la tromperie, la camaraderie et la trahison se côtoient sans arrêt. Tout se mélange et se ramène à cette dualité argent-vie humaine. Comment échapper à la misère? De quoi est capable un être humain dos au mur? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de nous comme société civilisée dont l'écart de pauvreté ne cesse de croître? Pour terminer, je voudrais parler rapidement de Overton et de sa fenêtre. Je m'explique. La fenêtre d'Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est une allégorie qui désigne l'ensemble des idées, opinions ou pratiques considérées comme acceptables dans l'opinion publique d'une société. Souvent, l'enjeu des extrêmes est souvent d'agrandir cette fenêtre ou de changer son angle pour permettre d'accepter de nouvelles idées dans le discours politique et dans la société publique. Avec cela en tête, je finirai du coup par cette petite ouverture. Est-ce qu'on regarde Squid Game et on y prend du plaisir, car notre société trouve quelque part cette idée, à défaut d'être acceptable, compréhensible ou plausible, et on regarde bien des gens sur une île déserte se friter pour du riz, ou alors est-ce qu'on regarde cette série pour nous faire lentement accepter que le monde devient de plus en plus dystopique et soumis à l'argent? Dans tous les cas, et pour éviter les théories fumeuses, je pense que Squid Game met en lumière le quotidien de beaucoup de gens vivant ou survivant dans la misère, sans distinction d'âge ou de sexe, et ce que certains sont prêts à faire pour en sortir. Les humiliations, la prostitution, la précarité sont au coin de chaque rue et en tout temps. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait gagner de l'argent, et ce, en acceptant de se mettre nu en prime time dans une émission de Nagui. Alors jouer à 1, 2, 3 soleil, c'est pour quand? On peut souvent épargner de l'argent, mais lui ne vous épargnera pas. Eh ben, merci beaucoup. C'était court mais intense. Ouais. Et- Je ne sais plus quoi dire du coup, je suis complètement perdu. Merci beaucoup J-Fresh pour ce petit De billet rien. sur Squid Game, c'est vraiment très bien. On va reprendre tout de suite déjà en vous expliquant ce que c'est que Squid Game. Donc du coup c'est une Ouais. série Netflix qui est sortie cette année, qui fait 9 épisodes de 1 heure chacun. C'est une série coréenne avec du coup dans le rôle principal un jeune homme qui s'appelle Seung Gi-hoon, qui est on va dire quoi, un gros fainéant, qui vit qui vit avec les sous de sa mère qui trime toute la journée pour vendre quelques légumes et qui les dépense pour aller parier sur des chevaux.
Un jour, il perd complètement son argent, il n'a plus d'argent, et un jeune homme dans le métro lui propose de jouer à un jeu d'enfance, et que s'il gagne, il aura le droit à 100 000 ou à 10 millions de 100 100 000 000 won, je won. crois. Ouais, 100 000 won. Mm. Malheureusement, il perd à chaque tour, et à chaque tour, le monsieur lui propose, bah écoutez, si vous voulez, votre corps vaut 100 000 won, et j'ai le droit de vous gifler pour, pour chacun des tours que vous perdez. Au bout d'un moment, grâce à la chance, sûrement, il arrive à gagner un tour, et le jeune homme lui laisse une carte, et lui propose de participer à un jeu. Et ce jeu, c'est Squid Game. Dans ce jeu, des participants vont s'affronter sur des jeux d'enfance, que ce soit justement 1, 2, 3 soleils ou un jeu de billes par exemple, et ils vont devoir gagner de l'argent comme ça en devant survivre. Malheureusement, le jeu est un petit peu plus violent que prévu. On n'en dit Et pas moi, plus. Enfin, on n'en dit pas plus. On va en dire plus de toute façon. La plupart des personnes qui vont écouter ce podcast, j'espère, ont vu la série. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à avancer un petit peu dans le podcast, on va dire d'une petite demi-heure, pour essayer d'éviter tout spoil. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant à écouter, je pense, parce qu'on a des avis assez divergents. Puisque moi, je suis assez mitigé sur la série. Alice, elle ne l'a pas trop aimé. Et toi, Gifresh, tu as l'air d'être plutôt enthousiaste. Donc Mm. Ouais. on va essayer d'en discuter. Alors, il est vrai que je trouve que les acteurs jouent très bien. Je suis vraiment d'accord sur le jeu des acteurs, qui est par contre comment dire, très rattaché à un jeu asiatique. On va pas se mentir. C'est un jeu d'acteurs qui est souvent très poussé dans les extrêmes, avec des cris, avec des larmes et avec des gestes très prononcés. La réalisation est très bonne, les décors sont absolument fantastiques. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très bien travaillé à ce niveau-là. Le côté machiavélique en fait du jeu est très bien représenté. J'ai eu par contre un petit peu plus de mal sur la condition de la femme dans la série, que j'ai trouvé vraiment très stéréotypées en fait. Elles sont soit voleuses, soit profiteuses. Elles profitent vraiment des hommes et de la situation en permanence et ne servent pas à grand chose. D'ailleurs, plusieurs fois dans la série, les hommes décident de les laisser de côté parce que les femmes ne sont pas bonnes au jeu pour enfants. Ce qui moi m'a un peu choqué en fait. On le voit d'ailleurs dans un flashback avec des jeunes gens du coup qui jouent au jeu de la pieuvre enfin au jeu du calamar, et il n'y a que des hommes en fait, il n'y a que des petits garçons, il n'y a pas de petites filles. Donc j'ai trouvé ça assez particulier. Mais voilà, Alice, je vais te laisser en parler un petit peu. Qu'est-ce qui t'a déplu dans cette série? Alors dans l'ensemble, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de cette série, mais après, enfin, moi j'ai dit, voilà, pour l'émission, j'ai divisé ça en plusieurs parties. C'est-à-dire, donc, les personnages, moi je les ai tous trouvés stéréotypés, tous. Euh, Même s'il y avait toutes les classes à peu près de représentées, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le personnage principal, donc c'est vraiment pour moi le modèle type du loser, père fauché, qui vit au crochet de sa mère, enfin, il est allé vivre chez sa mère suite à son divorce. Le peu d'argent qu'il a, il va le jouer pendant que sur des paris hippiques. Donc, bon, et ça, comme tu disais aussi, la femme qui vole, son pote d'enfance qui lui a bien réussi et quand bien même il se retrouve dans la même situation, donc lui en faisant comment ils ont dit ça. Les Il a magouilles. investi, en fait, il a investi Voilà, dans des... voilà, il a investi l'argent qui n'était pas à lui, donc il se retrouve au même endroit. Donc bon, finalement, il y a un peu toutes les classes sociales, mais tous les personnages, voilà, c'est stéréotypé. Il y a la grosse brute, il y a le vieillard, il y a la femme, donc qui elle est un peu plus intelligente, mais l'autre, effectivement, qui va essayer de se raccrocher à l'homme le plus fort. Et donc, moi, les personnages, je les ai pas aimés. J'ai j'ai commencé à avoir de l'empathie pour certains d'entre eux et au final, ben, plus du tout, à force que les épisodes avançaient. Le premier épisode, j'ai trouvé excellent, mais du coup, c'est là que toute la com en fait a été faite. C'était vraiment sur ce premier épisode. Je connaissais la série, plein de gens m'en ont parlé. Je voyais des mèmes donc sur Insta. Et finalement, les mèmes qui sont ressortis, c'est tout ce que j'ai vu finalement dans le premier épisode, sauf un jeu où il faut qu'ils arrivent à séparer le dessin sur un Oui. petit gâteau en sucre.
sinon, tout le reste est dans le premier épisode. Donc, bon épisode, mais du coup, ben, moi j'étais déçue parce que je me suis dit: «Bon, ben, OK, et après? Qu'est-ce qui va se passer?» Donc, je l'ai vite, ouais, regardé, je l'ai binge watché pour justement, en parler pour l'émission. Après, dans l'épisode 2, les personnages sont approfondis, mais bon, pas plus que ça. Donc, l'empathie, elle était en toujours pas. Dans le troisième, j'ai trouvé que le flic qui va s'infiltrer dans l'organisation, ben, s'intéresse un peu trop rapidement à l'affaire. Il voit une carte, ah ben je vais les suivre, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je trouve que ça arrive super rapidement. Pourquoi il le fait? Enfin, on apprend après pourquoi, Ouais, et mais je trouve que la révélation à la fin, ben, elle est pas si folle que ça, parce que moi j'ai pas compris au final. j'ai pas trouvé le personnage intéressant en fait. Je l'ai trouvé Non, vraiment. pas du tout. Il sert à rien. Enfin, Ouais, au final, il fait pas avancer l'histoire et Non, il y a même pas de dénouement en fait. Il y a même pas il y a pas de conclusion avec ce personnage-là. Je pense que c'est vraiment un personnage d'introduction pour une saison 2, puisque bon, on apprend plus tard pourquoi il fait tout ça. Mais c'est vrai qu'à aucun moment il est vraiment utile à l'intrigue et c'est très très dérangeant. Tous les passages avec ce personnage-là, au final, on s'ennuie un petit peu parce qu'on sait que de toute façon, il va pas réussir à faire grand-chose, quoi. c'est ça. Et puis à un moment, il se passe un événement avec un téléphone, et c'est là que je me suis dit: «Oh putain, ça va relancer le truc et tout». Mm, Eh mm, ben non, non. Et donc l'épisode 6, je l'ai trouvé, émouvant avec le jeu de billes, mm. mais dans la scène finale, avec le vieillard, et ben du coup, toute l'émotion que j'avais eue pour l'épisode 6, et ben c'est retombé. Parce que, Quand tu te rends compte qu'il est conscient, en fait, c'est ça que tu veux dire? ben oui, que finalement, il est pas mort. Ouais, ouais. Enfin, nous, on s'était attachés, Mm, 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 enfin, mm, mm. moi, je m'étais attachée Après, à ce tu sais, personnage. Je me suis dit: «Ah putain, ça fait chier et tout». Après, tu comprends pourquoi le personnage ouais, principal, ben, il lui fait un peu, une enculerie. ouais. Et après, tu le vois à la fin, tu fais: «Ouais, mais en fait, tu nous montres Mm, des sentiments pour quelqu'un pour au final, ah ben c'était lui, oh là là». mm, mm, Enfin, mm. moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé les épisodes en plus très longs pour ce que ça voulait raconter, dans Ouais, sa globalité. 1 heure, c'est trop long par L'épisode épisode. d'1 heure, je trouvais ça hyper long. Donc, j'avoue qu'à des moments, Ap- Après, je mettais en avance rapide. c'est un format drama coréen, c'est-à-dire que les dramas coréens, dans l'ensemble, font toujours à peu près 1 heure par épisode. Donc, je pense que la Oui, Corée, pour alors, ça, a pas voulu changer. ouais, 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 moi j'avais commencé une série, j'avais kiffé, c'était, Vincenzo. Mais voilà, des épisodes, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a une vingtaine, et c'est 1 heure et 1 heure et demie par épisode. Mm, Et mm. ça avance pas, l'intrigue n'avance pas. Et j'ai lâché. Mais j'aime bien, mais j'ai lâché. Après, l'histoire en elle-même, j'ai pas trouvé ça très, très foufou. Il n'y a pas de retournement de situation. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper prévisible. Euh, bah, voilà. L'histoire de fond, pas très intéressante au final. Des hommes blancs américains riches qui se délectent de la pauvresse d'autres. C'est vu et revu, quoi. Enfin, il y avait rien d'original. Comme je disais, le flic et son frère, bon, ben, voilà, c'est un soufflé, ça monte en mayonnaise, et puis bon, ben, ok. Pourquoi pas, pourquoi il est là alors que il devait être mort? On n'a aucune explication. Les jeux, à part un 2 3 Soleil et le Pont de Verre, le reste ça m'a pas du tout intéressé. Alors, je te coupe. Jeff, Ouais. t'es où? C'était quoi le dernier? Parce que Jeff n'a pas fini la série. J'ai vu je viens de finir le pont de verre. Ouais. Tu viens de finir le pont de Voilà. verre, d'accord. Oui, oui, donc du coup, il y a juste un petit spoil du Il pont me de reste, verre. il me reste 2 épisodes. Ouais, ouais, mais en gros, alors je te laisse reprendre après. En gros, le Mhm. 9e épisode est vraiment comment on appelle ça? C'est l'épilogue, c'est-à-dire que c'est vraiment normalement l'épisode. Alors, tu finis vraiment au tout début de l'épisode 9, tu finis Mhm. le jeu, et ensuite après c'est un épilogue 1 an plus tard, et tu as les 3 quarts de l'épisode en fait qui se situe 1 an plus tard, et c'est vraiment très long. Pour le coup, le 9e Non, épisode, c'est trop trop long. c'est beaucoup trop long en fait. L'explication, ce qu'il est devenu, pourquoi, etc. Tout ça, c'est beaucoup trop long. Ça peut être expliqué en quelques plans de quelques secondes, et ça dure des Ah minutes et des oui, minutes. On va c'est essayer de ça, pas c'est trop long. on va essayer de pas aller trop loin dans l'épisode 9 du coup, Mhm. pour Non, bah essayer de après pas trop l'épisode 9, spoiler moi j'ai Jeff. plus rien à Ni raconter parce ni que 8, comme hein. je suis. Hein?
Ni 8. J'ai pas Ni vu le 8. dernier jeu. Bon, t'as pas vu le dernier. Bon, bah voilà, donc on va essayer de pas aller plus loin. On va vous Ça va. laisser le Je vais suspense faire un tour, je reviens. Non, 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 mais on va de toute façon, on va vous laisser le suspense du gagnant, ainsi que bon, le jeu final, on se doute lequel c'est, mais dans tous les cas, on vous laisse le suspense du gagnant et de la résolution finale de l'épisode 9. Mais voilà, en soi, on a quand même un bon aperçu avec les 8 premiers épisodes, quoi. Mm. Bah, Et après, après, on a tout. juste Vas-y. pour finir, moi je trouve que ouais, effectivement, la force donc de cette série, c'est l'identité visuelle qu'elle a apportée. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça joue énormément. Donc sur, comme tu disais, sur les décors, des plans qui sont symétriques et géométriques, vraiment de. Donc j'ai trouvé ça, oui, c'est beau à voir. Tu disais aussi des références avec Saw, Hunger Games, même la combi Casa de Papel. Euh, Après, toujours cette musique redondante à chaque épisode du Danube bleu de Johann Strauss, des références aussi à des tableaux, que ce soit le cri de Munch ou de la relativité de Etchers. C'est un moment quand on les voit tous prendre des escaliers différents. Voilà, ça aussi, c'est tiré d'un tableau. D'avoir pris tout ça, de l'avoir mélangé, ça a fait la force de cette série. Après, pour moi, le fond vraiment de l'histoire, ça m'a pas du tout plu. Voilà. J'ai trouvé ça déjà vu et re-revu. Donc bon. Ouais, moi, j'ai trouvé que une des forces du truc, c'est faut le remettre un peu dans son contexte de drama coréen. Euh, Mm. et en fait, moi, alors, je suis pas fan de drama coréen du tout, hein. Enfin, je déteste ça, même pour tout dire. Je trouve que souvent, oui, c'est très long, les histoires avancent pas, c'est Mm. surjoué, c'est facile. Enfin, voilà, j'aime pas du tout. Et du coup, j'étais pas chaud du tout pour regarder Squid Game. À vrai dire, si je l'ai regardé, c'est vraiment parce qu'on avait prévu d'en parler dans l'émission et que ça a fait un véritable tabac. Oui, Et, oui. et je me suis pris vraiment au truc parce que déjà, oui, j'ai trouvé que les acteurs étaient quand même, moi, je trouve très bons par rapport à ce que je m'attendais, par rapport à ce que j'ai pu voir, par exemple, dans Alice in Borderland, que j'ai Mm. trouvé finalement très moyen parce que trop japonais, quelque part. Là, j'ai trouvé que les acteurs, c'était quand même, enfin, il y a un des acteurs qui a joué dans Le Dernier Train pour Busan, qui a joué dans Parasite. Donc, c'est quand Mm. même des mecs qui ont, je pense, pour la plupart des bons CV, et, que ce soit à l'international ou en Corée. Oui, il y a des personnages que je trouve ultra clichés, la plupart sont très clichés, mais j'ai trouvé que ça rentre très bien dans cette société sud-coréenne qui est encore très très marquée par les classes sociales, qui, qui a du mal à se défaire de certaines mauvaises habitudes de corruption, de tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi que la série parle de ça. Finalement, c'est quelque chose. La Corée est un pays qui s'exporte énormément en soft power à travers ses dramas, notamment à travers sa musique. Enfin, je connais pas la place de la K-pop dans le monde, mais je pense que c'est dans le top 5 en termes de revenus. Et qui du coup a toujours fait un peu fi, comme le Japon avec la Seconde Guerre mondiale, a toujours fait un peu fi de ses bavures, de ses faux pas dans sa société, alors que toutes les sociétés en ont. Et j'ai trouvé ça intéressant que par exemple on voit, à un moment là quand ils sont tous barricadés, heu, on voit le héros repenser, à une grève, à une manifestation qui a mal tourné. Et ça, c'est quelque chose qui a traumatisé la population sud-coréenne, dans les années 70-80, parce que ça fait énormément de morts, ça fait beaucoup, beaucoup de préjudice, aux Sud-Coréens. Et c'est la première fois que je vois dans, une production sud-coréenne, heu, vi audiovisuelle, une référence à ça. Tu parlais de la place de la femme, c'est vrai que dans la série, elle est horrible, surtout l'autre là qui appelle tout le monde mou lapin, qui a juste, qui pour le coup je trouve a une belle fin, mais qui est juste horrible et que tu as envie de baffer tout le long. Bah, ça parle aussi de la société coréenne qui est très comme ça. La place de la femme dans la société coréenne est loin d'être rose. Heu, Même ils ont du mal à le et c changer, en fait. Ils ont J'aurais. du mal à le changer, mais au moins ils en parlent, en fait. Et la façon dont c'est présenté, alors je j'ai pas vu la fin, donc la pickpocket, par exemple, je sais pas comment elle finit, mais je trouve que c'est un personnage intéressant. Ça parle aussi de la Corée du Nord. C'est aussi quelque chose qui est quand même relativement tabou en Corée du Sud, de parler de la Corée du Nord, des expats, et cetera. Et alors c'est très maladroit dans ces choses-là, j et il y a des choses qui sont clairement inutiles. Enfin moi, toute la partie, annexe de l'intrigue avec le flic, ouais, je trouve ça chiant à mourir, c'est inintéressant, heu et puis enfin ça tient pas debout, quoi.
autant te dire que les mecs, ils arrivent à rassembler 450 personnes pour les faire s'entretuer, ça me choque pas plus que ça. Autant ce mec, il arrive à se faire passer à passer inaperçu dans cette organisation qui a l'air d'être réglée au centimètre près. C déjà, je me dis: «Bon, bof». Et Parce que moi, c'est c'est hyper compliqué, enfin, toute l'intrigue autour du fait qu'il prenne la place de quelqu'un, mais en fait il prend la place de quelqu'un d'autre qui se fait tuer à sa place. Enfin, j'ai pas compris sur le ouais, deuxième jeu là, c'est il y a vraiment une partie de l'intrigue que moi j'ai complètement zappé parce que j'ai pas compris en fait. Donc le je l'ai truc pris, avec les revendeurs d'organes et tout. Enfin, ouais, ça sert à rien, ce cette on partie-là sert pas ça sert à rien, on comprend vaguement où est-ce qu'ils veulent en venir, mais finalement, là où ils veulent en venir, c'est que, c'est la guerre, quoi. Il y a 0 limite et ça part dans tous les sens. La seule limite, c'est qu'il faut respecter la règle du jeu et cetera. Bon, ouais, bof. J'avoue que c'est pas le point fort du truc. Mais moi, là où j'ai vraiment apprécié, où j'apprécie pour l'instant cette série, c'est que au-delà de la réalisation et tout, que je trouve quand même, ouais, c'est vrai que l'esthétique est plutôt léchée, la bande son est chouette. Si en plus vous regardez en version originale, je trouve que c'est quand même bien mieux qu'en version française. J'ai Heu, pas vu en version française, moi. ouais, non, moi non moi plus. j'ai un Je petit peu pense que regardé ça et serait trop bizarre. c'est vraiment pas bon. Heu, Le labial se correspond pas, je pense, avec le coréen. ouais et Ouais. puis les intonations, le coréen, je parle pas coréen, mais c'est un tant soit peu comme le japonais, Mm. c'est extrêmement sur les émotions, sur les intonations de voix et je suis pas sûr que, qu'en doublage ça puisse se refléter complètement, même si ça doit être extrêmement difficile et que il faut bien le faire, hein, mais bon. Et ouais, c'est pour ça en fait que j'ai trouvé cette série, elle a du potentiel. J'imagine qu'ils peuvent en plus faire des saisons à toutes les sauces avec un nouveau casting à chaque fois, et cetera. Donc ça a beaucoup de potentiel. J'espère qu'ils vont pas l'épuiser, et en faire n'importe quoi. Mais s'ils continuent un peu sur cette voie de montrer des aspects de la société sud-coréenne ou d'une autre société, hein, pourquoi pas faire un Squid Game dans un autre pays? Apparemment, ça se fait dans d'autres pays, selon ce qu'ils disent dans la jeunesse du truc. Bah, je trouve qu'il y a quand même un truc à faire dans la dénonciation ou au moins pour parler de certaines choses qui se passent dans des pays et comment c'est traité à l'image, en fait. Je trouve ça intéressant, au-delà du scénario qui est somme toute assez, oui, vu et revu, quoi. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une genre de série internationale Netflix, c'est-à-dire que si plusieurs pays se rassemblent Exactement, pour ouais. une production qui donne un espèce de medley en fait des productions, je sais pas, espagnoles, américaines, même européennes en général, tu vois, ça peut être très intéressant, Mmh. comme tu dis, d'avoir une intrigue coréenne, parce que c'est clairement ce que ça va donner s'il y a une saison 2, c'est-à-dire que l'intrigue va être principalement autour d'un personnage coréen, et par contre lui qu'il aille faire une enquête sur un Squid Game en cours dans un pays complètement étranger, ça pourrait être effectivement une assez Ouais, bonne idée pour renouveler un petit peu le thème. Ouais. ou pourquoi pas, prêter la licence à une boîte de prod, française, américaine, italienne, j'en sais rien, Mm. qui fait sa série à sa sauce, sa saison Squid Game à sa sauce, comme on peut avoir, un peu, je sais rien, genre un peu ce qu'a fait American Horror Story avec, à chaque fois le même casting mais, le même thème. Bah là, un même Mm. thème avec un casting, un mode de production différent, de réalisation différente et puis, avoir comme ça un aperçu de ce que peut faire, dans chaque pays finalement un Squid Game. En Non, c'est changeant, pas en mal. adaptant les jeux Ouais. Mm. aussi, parce que, enfin, moi, le jeu du calamar, je connaissais pas du tout. J'ai rien compris au Rick d'ailleurs quand il explique dans le premier épisode. Mais ouais, se dire que tu peux faire une marelle de la mort, ça peut être rigolo, quoi. Enfin rigolo, Ouais. ça peut être Et tu peux intéressant. avoir après des idées, t'en as plein. Et c'est d'ailleurs, on va rebondir là-dessus, c'est d'ailleurs le problème de la série, en fait, c'est que le phénomène est créé effectivement par la qualité de la série que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Elle a quand même fait la majorité au niveau de sa qualité. Le problème se situe au niveau du visionnage, en fait, et de l'âge qu'ont les personnes qui Mmh. visionnent la série, ainsi que les idées que ça a donné, que ce soit dans les cours de récré ou dans le jeu vidéo en général, puisque maintenant, avec les fameux vidéos bac à sable, que ce soit Minecraft, Roblox ou même GTA, on a des personnes qui se sont amusées à modder en fait Squid Game à l'intérieur des jeux. Malheureusement, ça a été modé dans des jeux qui ne sont pas interdits aux moins de 18 ans. Et on a énormément de personnes qui ne sont pas majeures qui forcent un peu le trait de certains jeux de cours de récré pour ressembler à Squid Game. Et ça a créé un phénomène relativement dangereux dans certaines cours, alors françaises parce qu'on en parle dans les médias français, mais je suppose que c'est pareil à l'international. Ouais. Ouais, ouais, mais bon, ça, encore une fois, je trouve que c'est, quelque chose dont les médias vont probablement se délecter, de l'impact néfaste des médias et tout, mais, là, encore une fois, pour moi,
il y a le rôle des parents qui doit intervenir, en fait. C'est que cette série, elle est interdite aux moins de 18 ans. Les jeux, bon, peut-être pas Minecraft, mais les jeux comme GTA sont interdits aux moins de 18 ans, et cetera. Donc, heu, où mettre la limite, de la responsabilité, j'en sera toujours la grande question et surtout là, en période d'élection présidentielle, mais Après, c'est je vrai que trouve c'est que dommage, mais bon, faut qu'ils après moi, je s'amusent trouve aussi. que c'est compliqué de entre guillemets, «de blâmer les parents» parce que c'est tellement facile pour des Ah oui, jeunes ça c'est sûr. maintenant, ils ont accès, enfin, tu accès à tout. Moi, je me rappelle, enfin, c'est horrible à dire, mais il y avait ce jeu du foulard où il fallait que tu te pendes le plus longtemps possible. Il y a eu des morts, ils en ont parlé aux infos. Maintenant, c'est ça qui arrive, donc c'est générationnel. C'est à nous de protéger les Et jeunes. c'est ouais, bah, c'est en fait, c'est compliqué, c'est ça, de se dire, que font les parents? Ouais, mais bon, que font les jeunes aussi? Enfin, ça parle, ça il y a les grands qui en parlent: «Ah ben moi, je veux savoir ce que c'est, donc je regarde». Ah ben on le reproduit. C'est super compliqué, je trouve, après de blâmer, Ah oui, non, je me plains pas uniquement oui, les non, parents, c'est mais juste qu'il voilà, ils vont faut dire: «Ah mais que font les parents? Ah ben oui, oui, mais voilà. c'est Ouais, Netflix. ouais, Ah ouais, mais non, oui, bien mais sûr. bon, tu peux pas non plus, tu peux pas tu peux interdire, mais tu peux pas, bloquer l'accès, en fait. C'est super compliqué. Ton enfant le voit pas chez toi, Bah, ben il va le voir chez un copain. ça a Donc été le cas, ça a été le cas moi pour mon fils qui du coup était et m'a parlé mais vraiment d'un comment dire de but en blanc comme ça et il m'a dit ah tu connais Roblox? Je fais bah oui. Il me dit ben dans Roblox il y a un jeu ça s'appelle Tu bouges tu meurs. Bon il a 7 ans hein. Et mmh, enfin moi je le fais pas jouer à Roblox, il joue à peine à Minecraft, les seuls jeux auxquels il a accès c'est les jeux sur la DS. Donc il l'a forcément entendu à l'école. Les deux trois trucs que voilà, il me dit ouais, j'ai joué avec machin, on a fait ça et tu étais en mode mais attends s'il a pas le droit, ton copain, normalement, de jouer à des trucs comme ça, tu vois. Donc, de toute façon, comme tu dis, on aura beau être le plus protecteur possible, ce qui se passe dans c'est la ça. cour d'école ou ce qui se passe chez les copains, de toute façon, tu le contrôles pas. Donc, Voilà, exactement. faut pas blâmer tout le monde, mais effectivement, il y a une rétention, il y a une rétention à faire à un moment ou à un autre. Mais même si c'est trop tard, c'est à nous de faire prendre conscience et Oui, faut il les y aura forcément accompagner. des victimes. Mais voilà, ouais, c'est ça. Faut que, le Mmh, but c'est qu'il y en ait le moins possible de toute façon, quoi. Mmh. oui. Enfin voilà, pour revenir de toute façon sur la qualité intrinsèque de Squid Game, toi Alice, est-ce que si le concept était peut-être transposé sur un pays différent avec une réalisation différente, ça t'intéresserait peut-être un peu plus comme concept ou vraiment t'as pas du tout adhéré à l'intérêt de la série? Alors, non, moi, le concept, j'aime bien. Moi, ce que vraiment, le problème que j'ai moi, avec cette série, c'était vraiment l'histoire de fond. J'ai pas accroché, je l'ai déjà vu, il y avait rien d'innovant, sachant en fait toute la com qui avait été faite. Moi, c'est ça, on te vend un truc en disant, waouh, c'est la série, il faut la regarder, c'est incroyable. Enfin, pas non plus, c'est pas non plus non, un chef-d'œuvre, hein, mais voilà, c'est le phénomène du moment. Alors après, est-ce que ça va être comme, une Casa de Papel où les 2 premières parties, parce qu'ils ont divisé ça en parties, étaient très bonnes parce que n'étaient pas produits par Netflix? Je trouve que ça elle se suffit à elle-même. Je pense après voilà, moi j'aime bien Netflix quand ils font des séries concept, voilà, ça dure, 1-2 saisons grand max, ça dure très peu d'épisodes et c'est là où ils sont bons. Dès qu'ils tirent et tirent et tirent sur le scénario et sur l'idée, ça se plante complet. Des Donc trucs comme le jeu de la dame, des trucs comme ça, toi ça te plaît un peu plus quoi. voilà, des mini-séries, moi j'aime bien les mini-séries Netflix. Après le jeu de la dame, je ne l'ai pas aimé. Ouais, ouais, bon d'accord, j'ai Donc pas pris le bon exemple. non, mais après en mini-série par contre, j'ai aimé pour le coup, Alice in Borderland. Ah oui, donc ouais, Voilà, je trouve que ouais. c'était dans un autre, voilà, c'était un autre délire, tu pas spécialement de trucs social, en fond. Voilà, ça partait un peu plus dans un délire, Ouais, donc t'es plus fantastique parce qu'on ouais, sait c'est pas ça. comment ils sont arrivés là-dedans. Donc j'ai aimé, ça m'a un peu teasé de savoir mais comment? Je veux savoir comment et puis le jeu, c'était des épisodes déjà un peu moins longs et les jeux en eux-mêmes, ouais, moi j'aime bien les sauts, hein, je kiffe cette saga, Mmh. pas les derniers, encore une fois. Mais voilà, pareil dans le saut, il y avait ce message de fond qui moi me faisait kiffer quoi. J'adorais de dire: «Ah ben ouais, mais karma quoi les gars» et ben là, les jeux étaient quand même mieux faits dans Alice in Borderland que, dans Squid Game. Squid Game, voilà, ils ont pris des jeux,
enfants, que ça soit coréen ou même européen et voilà, ils ont pris, non, ils ont C'est bien fait, marrant. c'est bien fait, mais voilà, ils ont pris plein de petits trucs, hop, hop, hop et ça fonctionne. Mais après l'histoire de fond ne m'a pas du tout aimée. Alors après, ils le Mm. transposent peut-être que ça ils parleront d'autre chose et ça sera bien. J'attends de voir, hein, franchement, si ça prend, tant mieux, mais là, franchement, je regarderai pas du tout, quoi. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, Squid Game, je trouve qu'a un côté, gratuit, quoi. C'est vrai que, Ouais. Oui, oui, juste ces complètement. trucs, c'est des mecs friqués qui veulent voir d'autres gens s'entretuer. Voilà, Bon, c'est du bah, Mais fun, toute quoi, la, il y a rien toute la de partie jeu est dégueulasse. Le jeu stéréotypé. des acteurs, alors le jeu des acteurs européens est absolument ignoble. c'est Et pour ça qu'ils ont fait c'est. masque. Ouais, ouais, non, mais c'est Oh clair. là Et c'est la là. première fois que je. Et c'est pas la première fois que je me fais la réflexion. À chaque fois que Mmh, tu regardes une série ou un film asiatique où ils font venir des acteurs qui, la plupart du temps, sont des acteurs ratés, qui se retrouvent en Corée ouais. parce que justement ils veulent des petits rôles, etc. Et ils se retrouvent toujours avec des mecs qui jouent super mal, qui ont des accents, mais à l'arrache. C'est n'importe quoi. Et là, c'est encore le cas. C'est vraiment des gens qui jouent pas bien et qui Mmh, on n'y croit pas du tout. D'ailleurs, encore une fois, alors malgré le fait que l'un des grands chefs là soit gay, enfin soit gay, on sait pas trop ce qu'il est, mais en tout cas il est attiré autant par les hommes que par les femmes. Toutes les mmh. personnes qui sont soi-disant déguisées, alors des personnes qui servent de décor dans un salon, enfin, j'ai trouvé que l'outrance allait trop à l'outrance, tu vois, il y avait vraiment des trucs, des éléments de décor, où tu dis mais vous allez trop loin de toute façon, et ben c'était, donc tu avais des personnes qui étaient habillées avec des costumes je sais pas, ils servaient de lampes, de tables, enfin voilà, des humains, quoi, vraiment l'esclavage à son paroxysme, et ben ce n'était que des femmes. Encore une Oui. fois, l'image de la femme était vraiment Mmh, dégradée à ce niveau-là, où c'est la femme objet qui ne bouge pas, tu vois, tu sais, je sais pas, à un moment, elle sert de ah coussin, c'est elle a ses deux seins, et puis du coup, lui, il s'en sert comme coussin. J'ai vraiment trouvé ça, c'est le seul truc qui m'a choqué dans la série, autant toute la critique sociale et tout, j'ai trouvé que c'était à peu près équilibré, autant vraiment la position de la femme en général dans la série m'a vraiment, moi, choqué. Mais voilà, après, c'est comme tu dis, où effectivement, la société coréenne essaye d'avancer sur pas mal de choses. On peut pas leur retirer tout. Mais c'est vrai que Netflix, qui souvent a un cahier des charges hyper réglo là-dessus, où ils veulent toujours des personnages hyper égaux, avec de l'inclusif, etc. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas du tout dans le style d'une série Netflix, quoi. mmh. En plus, Ouais, mais comme en tu le même dis très temps, bien, c'était, femme objet, quoi, donc là, c'était littéral et en plus, c'est sur le coup, j'avais même pas capté. C'est après, je me dis: «Mais ce sont des gens qui font C'est les ça. meubles». Je suis restée vraiment con, en fait et ouais, je me suis dit: «Ouais, ben c'est ouais, du body painting et puis, allez hop, quoi». Mais, Mm, encore une fois, même les, les VIP comme ils les appellent, c'est même eux, ils sont stéréotypés quoi. Voilà, c'est, l'homme blanc, gros, gros, ouais, c'est riche, clair. qui Mm. va, dégueulasse, qui va voir le petit jeune asiatique pour, oh là là, non, alors là, c'est à ce moment-là, j'ai décroché complet, hein. Là, j'ai décroché complet, je suis: «Ah non, quand même, mmh, non, là, c'est pas là, c'était parti trop loin pour moi, trop stéréotypé». Est-ce que l'un d'entre vous veut conclure sur Squid Game ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour? non, on a fait le tour, hein, je pense. Ouais. Oui, On là, je en pense retient que ouais. un concept, on va dire, bien déjà vu, mais bien utilisé, avec Mmh, quelques efforts peut-être à faire sur la profondeur des personnages et du scénario en général, quoi. Mmh. voilà, exactement. Eh ben écoutez, merci beaucoup pour votre avis sur Squid Game. J'espère que les auditeurs seront du même avis que nous. En tout cas, pourront laisser peut-être un petit commentaire sur leur avis s'ils ils nous écoutent sur YouTube ou sur iTunes. On va tout de suite passer à nos tops de la semaine, nos recommandations. Parce que c'est vrai qu'on a arrêté de dire des tops, parce que top, ça faisait genre le film parfait, tu vois. Alors que non, on peut regarder des choses qui ont des défauts, mais qui nous ont plu. Ce sont nos recommandations. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer, puisque je vais vous parler de Superstore, qui est une série qui est disponible sur Prime Video et également sur Netflix depuis quelques temps. Là, ils l'ont inséré aussi sur leur plateforme. C'est une série qui possède pour l'instant 5 saisons, la sixième est en cours. C'est diffusé sur la NBC, puis repris sur les plateformes de streaming en France. Ça a été diffusé sur Énergie 12 à l'époque où Énergie attendait la saison 12 de The Big Bang Theory. Et ça raconte tout simplement l'histoire d'un hypermarché en fait aux États-Unis avec une équipe de bras cassés. Et ça serait un petit peu le medley entre The Office et justement The Big Bang Theory, avec un humour un petit peu sympa et beaucoup de critiques de la société de consommation américaine. Et j'ai trouvé la série vraiment très intéressante parce que les personnages sont très bien écrits. Il y a vraiment des blagues qui font mouche. Les personnages et l'interaction
entre eux est vraiment intéressante parce qu'ils sont vraiment tous un petit peu méchants les uns avec les autres, mais vu qu'ils doivent bosser ensemble, bah, ils font leur vie ensemble et ils supportent un peu comme ils peuvent. Et il y a beaucoup de références, par exemple, à tout ce qui est syndicalisation, prix de la vie aux États-Unis, les salaires qui sont vraiment pas très hauts quand on a ce genre de boulot, le fait que certaines personnes font des études mais se retrouvent quand même dans ce genre de situation à devoir travailler toute leur vie dans un hypermarché. Et voilà, donc sur les 5 saisons, si vous voulez binge-watcher, il y a vraiment un message de fond qui est hyper intéressant. Alors je dis pas, il y a des épisodes qui sont un peu hauts, d'autres un peu en dessous, parce que on peut pas toujours raconter des choses intéressantes quand ta vie se résume à un hypermarché. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que les interactions privées entre les personnages n'étaient pas forcément plus explicites que ça. Il y a un couple qui se forme dans la série, c'est deux personnes, les deux personnages principaux, on va dire, on le voit dès le premier épisode, de toute façon c'est le principe même de ce genre de sitcom. Et en fait, on ne les voit jamais dans la vie privée. Quand ils sont au boulot et effectivement, de temps en temps, ça intervient dans leur vie professionnelle. C'est normal quand on est en couple. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas ce côté hyper rom-com, voilà, où ils essayent de créer une vie tous les deux, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu cette série, moi en tout cas je vous la conseille. Ça s'appelle Superstore et c'est disponible sur Netflix et Prime Video pour le moment. Donc voilà, Alice, Jeff, est-ce que vous avez vu, vous, Superstore, peut-être des épisodes en passant sur Énergie 12? Non, pas du tout. Je Ça ne vous dit connais pas rien? du tout. Et ben voilà, et ben écoutez, si vous vous ennuyez, c'est vraiment une bonne sitcom. Les épisodes font 20 minutes chacun. Moi j'ai vu les épisodes en VF, donc je ne sais pas ce que ça donne en VO. Donc voilà, si vous y jetez un coup d'œil, ben, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis ben écoute Alice, on va passer à toi et tu vas nous parler de Candyman. Oui, film qui est sorti fin septembre, je me rappelle bien. J'ai adoré. J'ai adoré. J'avais la salle, alors je l'ai vu en VO, j'avais la salle pour moi toute seule. Enfin, j'étais avec deux copines et j'ai kiffé. Donc c'est vraiment dans la veine de Get Out et de Us, puisque Jordan Peele est à la coécriture. La réalisatrice a fait juste avant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas. Je crois que c'est son. Bon, c'est la réalisatrice, c'est son deuxième film. Elle réalisera le prochain Captain Marvel. Donc film d'une heure et demie et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. C'est donc un slasher. Beaucoup de références, je trouve, à Incassable. C'est un film. En fait, le méchant, on ne le voit jamais vraiment. On le voit toujours dans des reflets, puisque c'est un méchant qu'on invoque en prononçant 5 fois son nom devant un miroir. La mise en scène, elle est extra, toujours avec des reflets. Nous, on a passé 5 bonnes minutes au début du film à se dire il y a un problème en fait avec le film parce que tout était inversé. Le film est présenté donc les sociétés de production, donc la MGM et une autre, donc je me rappelle plus, sont inversés. Le film, tout le film pendant 5 minutes est inversé et on se dit mais Genre il y a les un problème en écritures fait. les écritures sont à Ouais, l'envers, ouais, des ouais, choses comme ouais, ça. ouais, la MGM, on voit donc le logo de la MGM avec le lion, et en fait, c'est inversé, on voit tout inversé, et on se dit, mais il y a un problème. Franchement, on s'est regardé pendant 5 bonnes minutes en se disant, mais ils ont, ils sont plantés dans le montage. Enfin, et c'est après on a capté, l'ampoule s'est enfin allumée, et on s'est dit, mais oui, forcément, si le méchant est derrière un miroir, donc il voit tout inversé. Ah oui, Et d'accord. tout le film, en fait, quasiment est comme ça, on voit le méchant euh, dans des reflets. Et c'est là qu'on se dit, putain, mais en fait, c'est super bien monté, puisque nous, quand on est sorti, on voyait des reflets partout. On s'est dit, mais en fait, on est entouré de reflets. Et c'est une mise en scène vraiment bien faite. Euh, Moi, j'ai retrouvé des plans à la Kubrick, donc avec un délire à la Incassable pareil, puisque Incassable est souvent filmé à travers donc une vitre. Et non, j'ai vraiment aimé. Donc, si voilà, vous aimez, euh, si vous avez aimé Get Out, donc tout ce qui est vraiment Jordan Peele, il y a aussi une série qui est un peu dans la même veine, c'est Them, donc eux en français, EUX, qui est une production Amazon Prime. Foncez, franchement, allez voir ce film. Il fait peur,
moi j'ai sursauté plein de fois. Alors il y a pas vraiment de jump scare donc moi ça m'a plutôt bien, confortée, parce que je déteste ça. Pas trop de screamers non plus et vraiment voilà un fond, une histoire de fond raciale et enfin moi je sais que c'est ma came à fond depuis que voilà Get Out est sorti, j'adore ce genre de film. Donc pour ceux qui aiment franchement foncez et allez le voir, vous allez kiffer. Et ben super, merci pour ce joli résumé, tu vois, nous on l'a raté, ma salle de cinéma l'a pas diffusé parce qu'on n'a pas eu de créneau pour le passer, et du coup je suis un peu déçu. Mais ok, bah quand il sortira, du coup ce sera avec plaisir que je me ruerai sur le visionnage de Candyman, du coup. Et toi, Gifresh, du coup, est-ce que ton top, on reste sur... Bah, je peux rester sur Squid Game ou faire une petite note, parce qu'avant d'aller voir le dernier James Bond, là, on a décidé de refaire tous les Daniel Craig, et ça tombe bien parce qu'il y en avait, les 2 premiers, en fait, je me suis aperçu que je les avais pas vus. J'avais pas vu, Casino Royale et Quantum of Solace, et donc on les a vus, mais c'est surtout, en fait, moi, Skyfall, qu'on a revu, avant-hier, que je trouve quand même, que je trouve très bon, en fait, pour un James Bond, et je me souviens d'avoir vu au cinéma et j'avais pas forcément été emballé la première fois, mais là, de l'avoir revu, j'ai trouvé que c'était franchement un bon James Bond, et j'appréhende un petit peu parce qu'il paraît que le dernier est vraiment pas bien, enfin pas top, mais voilà. Si top, N- c'est Skyfall, enfin le troisième James Bond de Daniel Craig, quoi. Franchement, sans le mettre dans un top, j'ai trouvé que Mourir peut attendre est un très bon opus. Euh, Franchement, Spectre, moi je l'ai pas aimé, enfin je l'ai pas aimé, je m'en souviens même plus pour te dire à quel point c'était insignifiant pour moi. Mais non, Mourir peut attendre, j'ai trouvé que c'était une jolie conclusion. Le film va pas chercher plus loin que les attentes des spectateurs en fait, en action et en scénario, et j'ai trouvé que le film était très bien monté parce qu'il fait quand même 2h40 et on les voit pas passer. Donc voilà, Ah non, bon? je pense qu'il faut pas appréhender ce dernier opus qui est une très belle conclusion à la saga, et qui, moi, qui je pense a contenté pas mal de personnes. En tout cas, les personnes qui sont venues le voir dans ma salle ont été très contents à la fin du film. Alors tant mieux. Ouais, tu l'as vu toi, Mourir peut attendre ou pas? Oui, Ouais, et t'as pas aimé? pas du tout. Ah d'accord. Bon, bah, c'est Voilà, bizarre. j'en dirai pas plus parce que D'accord. je le descendrai en flèche mais non. Après, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah bah ça pourrait être l'occasion de faire un petit sujet sur les James Bond à la prochaine émission pour avoir l'avis de tout Oui. le monde. Ah Bah oui. écoutez, on va conclure cette émission avec les attentes qui vont arriver là dans les mois à venir. On va faire ça vraiment en deux-deux. On va lister vite fait. Vas-y, Gifresh, donne-nous toi tes attentes sur les mois à venir. Bah, rapidement, Batman, The French Dispatch, de Wes Anderson, et puis, alors même si j'ai pas vu les bandes annonces parce que je n'ose pas les regarder, Matrix 4. Alors, pour The French Dispatch, moi, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, j'ai l'impression que bah, Wes Anderson fait du Wes Anderson, quoi. Et c'est un peu le Oui. côté Tim Burton du truc. Et non, mais tu sais, Tim Burton, tout le monde, tu vois, il y a des trucs Tim Burton. Au bout d'un moment, les gens ont commencé à dire, ouais, bon, c'est du Tim Burton, quoi. Tu mets des décors un petit peu chelous, tu mets des personnages un peu baroques, et puis ça fait un Tim Burton, tu vois. Et là, The French Dispatch, je dis pas que ça sera un mauvais film, hein, ça va être un très très bon film, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai cette peur que ça soit un petit peu redondant au niveau de la rythmique, et donc voilà, moi j'ai cette petite appréhension là. Et alors Mm. Matrix 4, j'ai vu la bande-annonce et ça ne me tente pas du tout. Mais Mais non, voilà, mais si, vas-y. Non mais vas-y mais Alice, comme ça on non, enchaîne avec toi, vas-y, dis-nous tout. mais non, il faut aller voir Matrix 4. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit de French Dispatch, donc j'avais fait un petit tour à Cannes quand le jour où il a été montré, et j'avais parlé à deux trois personnes qui avaient eu la chance de le voir, et effectivement ils m'ont dit que c'était du Wes Anderson. Voilà, Wes Anderson faisait du Wes Anderson. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon, bah, tu vois. Bon Voilà, bah ouais, écoute. j'irai le voir. C'est pas vraiment dans mon attente, mais j'irai le voir. Après, moi, dans mes attentes, j'ai The Cry Macho, donc le Ouais. dernier Clint Eastwood. Il fait un beat complet aux États-Unis Je d'ailleurs, sais hein. pas, ce mec, c'est un dieu, c'est pas possible. Le gars, il nous sort un film, il nous pond un film tous les ans, quoi. Bah, le dernier était pas Sans top, pour hein. autant que ça soit mauvais. Après, on en aime plus un que d'autres, mais je trouve que li- linéairement parlant, ça reste quand même assez qualitatif. Après, moi, j'ai House of Gucci.
Donc le dernier Ridley Scott qui va sortir avec Adam Driver Mm. et, et comment elle s'appelle, Lady Gaga, Mm. Jared Leto. Jared Leto qui est méconnaissable. Ah bah Mais comme à alors, chaque fois. moi Ouais. vraiment, je suis restée mais scotchée. Ensuite, j'ai Spider-Man. Donc pour quelqu'un, enfin moi qui ne suis pas vraiment fan des Marvel, franchement, lui, j'irai le voir. Il y a le dernier Spielberg qui a été reporté, qui va sortir, donc West Side Story. Voir Ouais, vraiment ce que exact, ça ouais. va donner. Pas Ouais. une grande attente. Spielberg voilà, fait des bons trucs, donc voir ce qu'il va faire en mode remake. Et Jeanne Campion aussi, son dernier film, The Power of the Dog, avec Benedict Cumberbatch. Ah, le western, là, Pareil, c'est qui a ça? eu des bons retours. Comment? C'est un western, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Qui a eu des bons retours là sur le dernier festival donc à Lyon. Ouais. Et ouais, Matrix 4, à fond, je compte les jours. Et C'est un truc de qu'est-ce malade. qui vous attire? Alors moi, le problème, c'est que je suis un mauvais élève, c'est-à-dire que moi, le premier Matrix, Mm. je suis un grand fan, et le 2 et 3, j'y trouve pas énormément d'intérêt. Donc du coup, c'est vrai que le 4 me tente pas plus que ça, surtout que de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, pour moi, c'est du John Wick, en fait, clairement. Et en plus de ça, John Wick, même si j'aime beaucoup l'ambiance des films, je trouve que Keanu Reeves est pas un super bon acteur. Enfin, je sais pas. Je l'ai jamais trouvé transcendant dans ses rôles. Donc c'est vrai que moi, Matrix 4, je l'attends pas plus que ça. Mais Ouais. je peux être complètement à côté de la plaque, hein. Vraiment, je pense que les Wachowski ont déjà prouvé à maintes reprises que c'est des très 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 bonnes réalisatrices. Mais voilà, j'ai adoré Cloud Atlas. Voilà, mais vraiment, je me méfie juste un peu Ouais. de cette redite de Matrix, en espérant que le scénario est assez bien travaillé pour nous donner une raison vraiment de créer un nouveau Matrix, quoi. Oui, alors effectivement, moi j'attends aussi d'avoir un très bon scénario parce que bon, le visuel, de toute façon, moi, elles ne m'ont jamais déçu, hein, notamment avec la série Sense8, Oui, tout à fait. qui Ouais. pour le coup, je trouve qu'elle avait été boudée quand elle était sortie. Alors du moins par les fans français, hein, parce que la première saison était sortie, elle devait être arrêtée parce qu'elle coûtait mais un argent monstre, Ouais, ouais. puisqu'elle est tournée vraiment. Bah, en lieu réel, en Enfin, fait, ils allaient dans les quatre coins du monde pour tourner les scènes, et ouais, en fait, ça voilà, a coûté une donc fortune. Ouais. ouais, 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 ouais. Donc en Corée, en Allemagne, En Afrique, ouais. en Afrique, enfin bon, bref. Et voilà, ils ont une communauté derrière qui en fait que non, pétition et tout, on veut la suite. Bon, ils ont bouclé comme ils ont pu. Donc moi, c'est vraiment le côté scénario de Matrix, moi, que j'attends. C'est pas le visuel, parce que avec la bande-annonce que j'ai vue, j'étais comblée, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, moi, le scénar, le premier Matrix, pff, on peut encore le regarder si on l'a pas vu autant de fois que je l'ai vu, et encore dénicher des infos, dire ah mais oui, ça c'est référence à ça, enfin retrouver encore plein de trucs et comprendre encore plein de trucs. Donc voilà, en attente plus de scénarios que de visuels. Moi, Kenny Reeves, non, très bon acteur. Il a tout fait, quasiment. Il a joué dans ouais, tous les genres. Et moi, je l'ai pas. Après, bon, bah, soit on n'accroche pas, hein. Moi, je sais qu'il y a des acteurs, j'accroche pas du tout, hein. Le Brad Pitt, j'aime pas. Angelina Jolie, j'aime pas. Jennifer Lawrence, j'aime pas du tout. Voilà, après, c'est les têtes, les acteurs, on peut accrocher, on peut pas accrocher. Mais moi, je trouve que ouais, c'est un acteur, il a touché à tout. Et il a fait surtout ce qu'il voulait. La production donc voulait faire un Speed 2, que lui il a dit non parce qu'il s'était engagé sur autre chose, sur une pièce de théâtre. Et il a dit non, non, moi je me suis engagé là, je ferai pas ton film. Mais Mm. il était payé, je crois, mais des millions et des millions, je crois 10 millions, enfin 10 millions peut-être que maintenant c'est rien, mais il avait voilà un bon cachet. Il a dit non, non, non. Et les producteurs lui ont dit si tu ne fais pas, on te blacklist quoi pendant 10 ans. Il a dit ben faites-le. Donc voilà, moi c'est après le personnage vraiment humain que j'aime. Et voilà, c'est pour ça que je le suis, que j'adore cet acteur. Après, effectivement, on peut le trouver assez monolithique, dire oh là là, il n'est pas expressif. Mais dans ses films, non, il se donne à fond. Moi, j'aime bien. Il a quand même, il fait partie du paysage de pop culture à bloc, que ça soit Point Break, Matrix, John Wick et d'autres. Là, j'en ai
speed. Donc, non, voilà, moi j'adore. Voilà, tout Oui, simplement. bah après, oui, ça n'empêche pas qu'humainement, il soit Mm, très bon, et voilà, ouais, qu'après, bon, après, en tant qu'acteur, on l'aime ou on l'aime pas. De toute façon, tu voilà. verras, si tu viens souvent dans l'émission, mes acolytes ont un gros problème avec Ben Affleck. J'adore Ben Affleck en tant que réalisateur et acteur, et du coup, on me chambre beaucoup avec Ben Affleck. Donc, si ça se trouve, Ah ben, je pense que je Keanu ferais du même Reeves, avis qu'eux, ouais. Keanu Reeves sera ton Ben Affleck, du coup. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, je pense on va clôturer là, puisqu'on on a fait le tour de nos sujets et de nos attentes. Donc, bah écoutez, Mhm. je vous remercie. Merci beaucoup. On se Merci à revoit toi. pour. Bah non, mais merci à toi surtout d'être venu au dernier moment alors que c'était pas prévu. En tout cas, c'était super. Tu es une très bonne chroniqueuse, donc Oh, voilà, merci. c'est vraiment top. C'était vraiment top de t'avoir. Et bah écoutez, on se revoit de toute façon dans 2 semaines pour ceux qui voudront participer à la prochaine émission. Et puis sinon, bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à vous abonner, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes Music, ou encore sur la chaîne YouTube, où vous retrouverez une fois toutes les 2 semaines une émission dédiée au cinéma, aux séries, sur les plateformes de streaming ou alors en salle. Merci Alice in Movieland, merci Jfresh, et puis bah, n'hésitez pas à aller vous abonner à Alice, elle fait des super trucs sur Instagram. Donc voilà, foncez, et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt les amis. À bientôt. Au revoir.